Le plus grand mensonge de notre génération est de croire que le mariage est une clinique de réhabilitation pour personnes brisées. Si vous y entrez pour combler votre vide intérieur, vous ne cherchez pas un partenaire, vous cherchez un otage. Le mariage n'est pas l'assemblage de deux moitiés, c'est la célébration de deux êtres déjà entiers. Pourquoi tant de mariages échouent-ils? Pourquoi tant d'unions commencées sous les auspices de la passion et des promesses d'éternité s'effondrent-elles sous le poids du ressentiment et de la frustration? La réponse est aussi simple qu'implacable. Nous y entrons pour combler un vide. Nous croyons à tort que le mariage est l'assemblage de deux moitiés qui tentent désespérément de former un tout. Mais je veux que vous m'écoutiez attentivement aujourd'hui. Le mariage n'est pas et ne sera jamais une clinique de réhabilitation pour personnes brisées. Le mariage est l'union de deux êtres déjà entiers. Si vous entrez dans une relation en espérant que l'autre va réparer vos fissures, vous ne cherchez pas un partenaire, vous cherchez un otage. Vous chargez une autre créature humaine d'une responsabilité qu'elle n'a jamais été conçue pour porter, celle de vous donner votre valeur. Tant que vous n'aurez pas compris cela, chaque relation que vous entamerez sera condamnée à plier sous le poids de vos attentes irréalistes. Regardons la réalité en face. Notre société a construit un mensonge monumental autour du mot célibat. On vous a programmé à croire que le célibat est une maladie, une période de transition douloureuse, une salle d'attente poussiéreuse où vous devez patiemment attendre que quelqu'un vienne enfin vous donner de la valeur. On vous regarde avec pitié si vous êtes seul à table, on vous demande quand vous allez enfin vous installer, comme si vous étiez un paquet non réclamé. Laissez-moi redéfinir ce concept pour vous, avec toute la clarté et l'affection d'un mentor. Le mot célibataire, dans sa définition la plus pure et originelle, ne signifie pas être seul ou rejeté. Il signifie être unique, entier, autonome et séparé. Être véritablement célibataire, c'est être un individu à part entière. Un être qui sait qui il est, où il va et pourquoi il existe. C'est la plus haute distinction qu'un être humain puisse atteindre. Le problème, c'est que la majorité des gens que vous rencontrez ne sont pas célibataires. Ils sont simplement non mariés et terriblement fragmentés. Ils sont divisés en eux-mêmes, cherchant constamment une béquille émotionnelle. Si vous n'êtes pas heureux, stable et pleinement accompli dans votre solitude, vous serez absolument misérable à deux. Multiplier le vide par deux ne produit pas de la plénitude, cela produit un gouffre encore plus profond. Le mariage ne guérit pas la solitude, absolument pas. C'est une illusion de croire qu'une bague au doigt dissipera le vide intérieur qui vous ronge la nuit. En réalité, le mariage fait exactement le contraire. Il expose, il amplifie et il projette en haute définition tout ce que vous étiez déjà en privé. Si vous êtes une personne anxieuse, insécure, jalouse et en colère lorsque vous êtes seul, le mariage ne va pas magiquement vous transformer en un havre de paix. Il va simplement donner un spectateur à votre chaos personnel. Votre partenaire deviendra le miroir de vos propres dysfonctionnements. Vous ne pouvez pas offrir à quelqu'un d'autre une personne que vous n'avez pas encore découverte vous-même. Vous ne pouvez pas partager une richesse intérieure que vous n'avez pas pris le temps de cultiver dans le secret de votre propre vie. C'est pourquoi cette période de votre vie, celle où vous n'êtes pas engagé dans une union, est la plus précieuse de toutes. Ce n'est pas un temps mort, c'est le laboratoire de votre existence. C'est le moment où vous devez travailler sur vous-même avec une discipline de fer pour devenir un produit fini, une personne solide, un individu tellement ancré dans son identité que sa présence devient un cadeau et non un fardeau pour les autres. Si vous achetez un appareil électroménager, vous vous attendez à ce qu'il fonctionne dès que vous le branchez. Vous ne voulez pas d'un appareil à moitié construit où il manque des pièces essentielles. Pourquoi alors exiger d'un partenaire qu'il accepte une version inachevée et défectueuse de vous-même? La plénitude individuelle est la clé de voûte de toute relation saine. Vous devez apprendre à vous suffire à vous-même, non pas dans un esprit d'orgueil ou d'isolationnisme, mais dans une conscience aiguë de votre propre valeur. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous n'avez plus besoin de mendier l'approbation des autres. Vous n'avez plus besoin que l'on vous dise que vous êtes beau, intelligent ou important, parce que vous le savez déjà.
Et c'est précisément à ce moment-là, quand vous n'avez plus désespérément besoin de quelqu'un pour survivre, que vous êtes enfin prêt à aimer. L'amour véritable ne naît pas du besoin, il naît du débordement. On n'aime pas pour recevoir, on aime parce que l'on est si plein de vie, de vision et de force que l'on a besoin d'un partenaire pour partager ce surplus. Ne vous précipitez pas vers l'autel pour fuir votre propre silence. Apprivoisez ce silence, faites-en votre allié. Utilisez ce temps pour bâtir votre vision, pour définir vos standards, pour comprendre vos forces et corriger vos faiblesses. Devenez une force de la nature, un être si complet que quiconque s'approchera de vous sentira la stabilité de votre fondation. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre futur conjoint, ce n'est pas votre corps, ce n'est pas votre argent, c'est votre propre plénitude. Soyez entier d'abord, et le reste suivra avec une fluidité naturelle. Pour comprendre comment fonctionne une machine, vous ne demandez pas l'avis des passants, vous retournez au manuel du fabricant. Et le manuel de la vie nous montre une vérité brute, incontournable, que notre génération a commodément choisi d'ignorer. Avant que l'homme ne rencontre sa compagne, le Créateur a établi un ordre précis, une feuille de route logique et implacable. Considérons l'histoire de l'humanité à son origine, dépouillée de nos concepts romantiques modernes. Avant qu'Ève n'existe, avant même que la question d'une compagne ne soit effleurée, le premier homme, Adam, a reçu 4 choses fondamentales. Premièrement, il a reçu une connexion directe avec sa source, une présence constante qui définissait son environnement. Deuxièmement, il a reçu un emplacement, un territoire bien défini, le Jardin d'Éden. Ce jardin n'était pas un lieu de loisir, c'était son espace de responsabilité. Troisièmement, il a reçu un travail, une mission claire, cultiver et garder le jardin. On lui a donné la responsabilité de transformer le potentiel brut de la terre en quelque chose de structuré, d'utile et de fructueux. Et quatrièmement, il a reçu des lois, des principes de fonctionnement pour préserver sa vie et son environnement. C'est seulement après que cet homme a été établi dans sa présence, dans son espace, dans son travail et dans ses principes, que le Créateur a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Comprenez-vous la puissance de cet ordre? L'ordre est crucial. La tragédie de notre époque est que nous essayons d'obtenir l'étape 5 sans avoir sécurisé les étapes 1, 2, 3 et 4. Nous cherchons désespérément une compagne ou un compagnon alors que nous n'avons ni présence stable, ni territoire défini, ni travail significatif, ni principe de vie solide. Vous cherchez une Ève alors que vous n'avez pas de jardin. Et si vous n'avez pas de jardin, où allez-vous mettre cette femme? Dans votre confusion, dans votre vide existentiel. Si un homme ne travaille pas, s'il n'a pas de vision claire de ce qu'il doit accomplir sur cette terre, il n'est pas prêt pour une relation. Le travail n'est pas simplement un moyen de payer les factures. Le travail est le canal par lequel votre potentiel intérieur est libéré. C'est votre utilité sociale, votre contribution au monde. Un homme qui n'a pas de vision est un danger public pour toute femme qui s'associe à lui, car il l'emmène vers une destination qui n'existe pas. De la même manière, une femme qui n'a pas découvert sa propre valeur et sa propre mission avant le mariage se condamne à devenir l'ombre de quelqu'un d'autre. C'est ici que se referme le piège de l'identité perdue. C'est une erreur fatale, une catastrophe émotionnelle garantie que de chercher un partenaire pour trouver son identité. Beaucoup de gens entrent dans des relations comme des mendiants psychologiques. Ils espèrent que le mariage va enfin leur donner un statut, un nom, une raison d'être ou un sentiment de sécurité. Mais laissez-moi vous dire la vérité crue. Personne sur cette terre n'a été conçu pour être la source de votre identité. Personne. Si vous demandez à un être humain d'être votre source, vous le divinisez, et aucun être humain ne peut supporter le poids de cette idolâtrie. Tôt ou tard, votre partenaire faillira, car il est imparfait. Et lorsque sa faiblesse humaine apparaîtra, votre monde s'effondrera parce que vous aviez bâti votre identité sur du sable mouvant. Vous devez impérativement savoir qui vous êtes et où vous allez avant de demander à qui que ce soit de monter à bord de votre vie. Imaginez que vous montiez dans un taxi et que le chauffeur vous demande « Où allons-nous » et que vous répondiez « Je ne sais pas, roulez simplement, nous verrons bien ». Vous penseriez que ce chauffeur est fou. Pourtant, c'est exactement ce que font des millions de célibataires.
Ils disent à un partenaire potentiel « Je t'aime, marions-nous ». Et quand le partenaire demande « Quel est notre plan? Où va notre vie dans 10 ans ?» ils répondent « L'amour suffira ». Non, l'amour ne suffit pas. L'amour sans vision est une tragédie romantique qui se termine par un crash émotionnel et financier. La clarté de votre destination détermine la qualité de votre compagnon de route. Si vous devez aller à Paris, vous ne montez pas dans un train qui va à Marseille, peu importe à quel point le train est confortable ou à quel point les passagers sont sympathiques. Si vous ne connaissez pas votre destination, n'importe quel train fera l'affaire, et vous vous retrouverez immanquablement là où vous n'aviez aucune intention d'aller. Voilà pourquoi la découverte de votre dessein personnel est la clé absolue du choix de votre partenaire. Vous ne devez pas simplement chercher quelqu'un que vous aimez physiquement ou avec qui vous partagez une alchimie passagère. L'attraction physique est trompeuse et temporaire. Les rides apparaîtront, les corps changeront, mais la vision, elle, demeure et grandit. Le véritable amour ne consiste pas à se regarder l'un l'autre dans les yeux, mais à regarder ensemble dans la même direction. Vous cherchez un partenaire de vision. Quelqu'un qui, lorsque vous lui présentez le plan de votre jardin, ne vous regarde pas avec incompréhension, mais retrousse ses manches et dit « Laisse-moi t'aider à cultiver cet endroit ». Votre partenaire doit être compatible avec votre appel, avec votre mission. Si votre mission est de parcourir le monde pour aider les démunis et que votre partenaire ne rêve que de stabilité et de routine dans une petite banlieue tranquille, vous vivrez un conflit permanent. Ce n'est pas que l'un d'entre vous soit mauvais, c'est que vos visions sont incompatibles. Vous essayez de mélanger de l'huile et de l'eau. Arrêtez de chercher désespérément l'amour et commencez à chercher votre but. Lorsque vous courez avec détermination vers votre objectif, que vous êtes pleinement concentré sur votre vision, que vous travaillez sur votre caractère, que vous polissez vos talents, tournez la tête de temps en temps. Regardez qui court à vos côtés, au même rythme, avec la même intensité et la même passion pour les mêmes valeurs. C'est là, sur le chemin de votre propre destinée, que vous trouverez votre partenaire. Vous n'aurez pas besoin de le poursuivre, de le supplier ou de vous compromettre pour le garder. Vous vous rencontrerez naturellement à l'intersection de vos deux desseins. Prenez le temps de bâtir votre Éden intérieur. Devenez un individu si fort, si défini, si focalisé sur sa mission que quiconque voudra entrer dans votre vie devra d'abord respecter et honorer le travail que vous avez déjà commencé. Le mariage est un amplificateur de force, pas un substitut de faiblesse. Soyez d'abord le leader de votre propre vie. Découvrez votre but unique et le partenaire approprié s'alignera naturellement sur la trajectoire de votre destin. La plus grande erreur que je vois les gens commettre à notre époque est de consacrer des mois, voire des années, à planifier une seule journée, tout en ne passant pas une seule heure à préparer le reste de leur vie. Nous dépensons des fortunes pour la célébration du mariage, pour les fleurs, la salle, le costume, la robe et le gâteau, mais nous n'investissons presque rien dans la préparation de l'union elle-même. Écoutez-moi très attentivement. La préparation est infiniment plus importante que la célébration. Une célébration ne dure que quelques heures et s'éteint avec les lumières de la fête. La préparation, elle, détermine si la maison que vous construisez tiendra debout face aux tempêtes de l'existence ou s'il n'en restera que des ruines fumantes. Le mariage n'est pas un centre d'entraînement. On ne se prépare pas au combat une fois que l'on est déjà sur le champ de bataille, sous le feu des balles. C'est avant d'entrer dans l'arène que vous devez apprendre à manier vos armes, à endurcir votre esprit et à fortifier votre caractère. Si vous attendez d'être marié pour apprendre à être patient, à être honnête, à gérer vos frustrations ou à partager vos ressources, vous détruirez l'autre personne avant même d'avoir compris vos propres erreurs. Cette saison de célibat, cette période où vous n'êtes pas engagé, est votre zone d'entraînement invisible. C'est le moment de cultiver votre jardin secret, d'arracher les mauvaises herbes de votre passé et d'y planter les semences de votre grandeur future. Pour réussir cette préparation invisible, vous devez impérativement développer 3 domaines clés de maturité. Si vous ignorez ces piliers, vous construisez votre avenir sur des sables mouvants. Le premier domaine est la maturité émotionnelle. C'est la capacité absolue de maîtriser vos colères,
de dompter vos insécurités et de guérir de vos traumatismes passés. Trop de gens entrent dans une relation en portant un sac à dos rempli des débris de leurs anciennes histoires. Ils ont été blessés, rejetés ou trahis par le passé, et ils exigent inconsciemment de leur nouveau partenaire qu'ils paient pour les crimes commis par quelqu'un d'autre. C'est une injustice flagrante et une recette infaillible pour le désastre. La maturité émotionnelle signifie que vous assumez la responsabilité de vos propres émotions. Vous ne blâmez pas les autres pour ce que vous ressentez. Si vous avez un tempérament colérique, si vous réagissez de manière impulsive au moindre désaccord, ou si vous êtes rongé par une jalousie maladive, n'osez pas dire que c'est parce que vous aimez trop. C'est simplement de l'immaturité et de l'insécurité. Travaillez sur vos blessures. Apprenez à vous calmer seul, à communiquer avec clarté sans crier et à régler vos conflits internes avant d'imposer vos tempêtes émotionnelles à autrui. Le deuxième domaine est la maturité financière. Soyons réalistes et abordons la réalité crue, sans détour romantique. L'amour ne paie pas le loyer et il ne nourrit pas les enfants. Une part immense des divorces et des ruptures trouve sa source directe dans les tensions financières. La maturité financière ne consiste pas nécessairement à être millionnaire dès aujourd'hui, mais à savoir comment gérer, multiplier et respecter les ressources qui passent entre vos mains. Si vous êtes incapable de gérer 1 000 $ lorsque vous êtes seul, vous serez incapable de gérer 10 000 $ à deux. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez pour impressionner des gens qui ne vous aiment même pas, vous êtes un danger financier pour votre futur foyer. Vous devez apprendre la discipline de l'épargne, de l'investissement et du contrôle des impulsions d'achat. Un homme ou une femme financièrement mûr ne vit pas au-dessus de ses moyens pour maintenir une apparence de succès. Il ou elle construit une fondation solide, car la sécurité financière apporte une paix d'esprit indispensable à la stabilité d'un couple. Le troisième domaine est la maturité spirituelle, que je définis ici de manière très pratique. Être solidement ancré dans des lois morales et des valeurs non négociables. C'est avoir un boussole interne qui ne dévie pas selon le sens du vent ou les tendances de la mode. Quels sont vos principes fondamentaux? Quelle est votre définition de la loyauté, de l'intégrité, de la justice et du respect? Si vos valeurs morales sont malléables, si vous les sacrifiez pour plaire ou pour obtenir un avantage temporaire, vous êtes instable. Et une personne instable est incapable d'offrir une épaule solide sur laquelle un partenaire peut s'appuyer. Vous devez être si ancré dans vos convictions profondes que rien ni personne ne peut vous corrompre ou vous faire dévier de votre trajectoire éthique. C'est cette colonne vertébrale morale qui inspirera la confiance et le respect de votre futur conjoint. La vérité ultime de cette saison de préparation se résume en une phrase très simple, mais d'une profondeur abyssale. Devenez la personne que vous aimeriez rencontrer. Prenez un papier et un stylo et écrivez la liste de toutes les qualités que vous recherchez chez votre partenaire idéal. Écrivez qu'il ou elle doit être patient, honnête, travailleur, financièrement stable, émotionnellement équilibré, respectueux, ambitieux et attentionné. Regardez bien cette liste, lisez-la attentivement. Et maintenant, posez-vous cette question, sans vous mentir à vous-même. Est-ce que la personne décrite sur cette feuille serait attirée par quelqu'un comme vous, tel que vous êtes aujourd'hui? Si la réponse est non, alors vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire. Vous ne pouvez pas exiger des standards que vous n'incarnez pas vous-même. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être intègre si vous passez votre temps à tricher. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être mature si vous vous comportez encore comme un enfant gâté face à la frustration. Le monde fonctionne selon des lois d'attraction et de résonance. Nous n'attirons pas ce que nous voulons, nous attirons ce que nous sommes. Arrêtez de chercher la bonne personne à l'extérieur, devenez la bonne personne. Concentrez toute votre énergie sur votre propre développement. Polissez vos talents, lisez des livres, stabilisez vos finances, nettoyez votre esprit, apprenez à maîtriser votre ego et bâtissez un caractère noble. Lorsque vous cultivez votre jardin de cette manière, sa beauté et sa fertilité deviennent évidentes. Et vous n'aurez plus besoin de courir après les papillons. Ils viendront d'eux-mêmes se poser dans un jardin qui est prêt à les recevoir et à les nourrir. Prenez soin de votre préparation invisible
et la manifestation visible de votre succès relationnel sera inévitable. Maintenant, parlons de la réalité telle qu'elle est, dépouillée des filtres romantiques, des illusions d'Hollywood et des contes de fées qui ont empoisonné l'esprit de notre génération. On vous a vendu un mensonge. On vous a fait croire que le jour où vous marcheriez le long de l'allée, que vous échangeriez vos vœux et que vous glisseriez cette bague au doigt de quelqu'un, tous vos problèmes s'évanouiraient comme par magie. On vous a enseigné que le mariage est une terre promise où la solitude meurt, où l'insécurité guérit et où le bonheur devient automatique. Laissez-moi briser cette illusion aujourd'hui avec la fermeté d'un mentor qui vous aime trop pour vous laisser courir à votre propre perte. Le mariage n'est pas une thérapie. Il ne guérit absolument rien. Si vous entrez dans l'union avec un manque d'estime de soi, avec un vide intérieur béant ou avec les blessures non cicatrisées de votre enfance, le mariage ne va pas panser vos plaies. Il va y jeter du sel. Le mariage est un révélateur, un amplificateur géant. Si vous vous sentez incomplet, vide ou insignifiant en tant que célibataire, vous vous réveillerez un matin, après la lune de miel, à côté de votre conjoint, et vous réaliserez avec effroi que le vide est toujours là, intact et encore plus lourd à porter. Pourquoi ? Parce que vous réaliserez que l'autre personne, malgré tout son amour et toute sa bonne volonté, est incapable de remplir un gouffre que vous seul devez combler. Le mariage ne crée rien de nouveau en vous, il ne fait que projeter sur un écran géant ce que vous étiez déjà dans le secret de votre propre solitude. C'est ici que se referme le piège des attentes irréalistes. Transférez la responsabilité de votre bonheur, de votre sécurité émotionnelle et de votre valeur personnelle sur les épaules de votre conjoint est la forme de cruauté la plus subtile qui soit. C'est une véritable idolâtrie. Vous prenez un être humain faillible, limité, qui a lui-même ses propres doutes et ses propres combats, et vous le placez sur un piédestal en exigeant de lui qu'il soit votre sauveur. Vous lui dites implicitement « Rends-moi heureux, fais-moi me sentir important, guéris mes insécurités ». C'est un fardeau qu'aucun être humain sur cette terre n'a été conçu pour porter. Aucun conjoint, aussi extraordinaire soit-il, ne peut être la source de votre joie de vivre ou de votre paix d'esprit. En lui imposant cette exigence impossible, vous le condamnez à échouer. Et lorsqu'il échouera, parce qu'il oubliera un anniversaire, parce qu'il sera fatigué, parce qu'il dira un mot de travers ou parce qu'il sera simplement humain, votre ressentiment grandira. Vous l'accuserez de votre malheur, alors que le seul coupable est votre propre attente irréaliste. C'est précisément ce mécanisme d'accusation et de déception mutuelle qui est le chemin le plus court, le plus direct et le plus sûr vers le divorce. Pour sauver votre avenir, vous devez transmuter votre vision du mariage. Vous devez comprendre son véritable dessein. Laissez-moi vous dire une vérité brute qui va bousculer vos croyances. Le but ultime du mariage n'est pas votre bonheur immédiat. Si vous vous mariez uniquement pour être heureux, vous demandez au mariage quelque chose que sa structure même ne peut pas vous garantir au quotidien. Le bonheur est une émotion fluctuante, liée aux circonstances. Le véritable dessein du mariage est le développement du caractère, l'apprentissage de l'amour inconditionnel et la construction d'une alliance solide. Le mariage est un miroir sans concession. C'est le laboratoire où votre patience est testée, où votre égoïsme est confronté et où votre fierté doit mourir pour laisser place à la maturité. C'est une alliance, pas un contrat de consommation. Dans un contrat, si l'une des parties ne remplit pas ses obligations, l'autre se retire. Mais dans une alliance, vous vous engagez envers un dessein qui dépasse vos propres humeurs du moment. Vous apprenez à aimer non pas parce que c'est facile ou agréable, mais parce que vous avez pris l'engagement d'aider cette autre personne à devenir la meilleure version d'elle-même, tout en acceptant qu'elle fasse de même pour vous. Ne cherchez pas dans le mariage une béquille pour vos faiblesses. Cherchez-y une opportunité de croissance. Guérissez vos blessures d'enfance maintenant. Bâtissez votre propre estime de soi aujourd'hui. Comblez votre vide intérieur en découvrant votre mission sur cette terre, et non en cherchant un partenaire pour vous servir de pansement. Lorsque vous entrerez dans l'union en tant qu'être entier, n'attendant rien de l'autre que le privilège de partager son voyage, vous découvrirez alors la véritable beauté du mariage.
Ce ne sera plus un fardeau d'exigences mutuelles, mais une alliance de deux forces prêtes à conquérir leur destin ensemble. Nous vivons dans une culture dominée par la mentalité du consommateur. Nous achetons des choses, nous les utilisons, et dès qu'elles cessent de fonctionner à notre entière satisfaction, ou dès qu'un modèle plus récent et plus attrayant apparaît sur le marché, nous les jetons sans le moindre remords. Malheureusement, cette mentalité transactionnelle s'est infiltrée insidieusement dans nos relations les plus intimes. Nous avons confondu l'alliance avec le contrat. Et cette confusion est à l'origine du chaos relationnel que nous observons chaque jour autour de nous. Laissez-moi vous expliquer la différence fondamentale entre ces deux concepts avec la clarté et la rigueur que requiert votre avenir. Un contrat est par définition une structure basée sur la méfiance, la suspicion et la performance. Lorsque vous signez un contrat, vous y incluez des clauses de protection pour le cas où l'autre partie ne remplirait pas ses obligations. La philosophie d'un contrat est simple et conditionnelle. Si tu fais ta part, je ferai la mienne. Si tu cesses de performer, si tu ne me donnes plus ce dont j'ai besoin, le contrat est rompu et je reprends ma liberté. C'est une mentalité d'échange de services où chacun cherche avant tout à protéger ses propres intérêts. Mais une alliance, mes amis, opère sur une fréquence totalement différente. Une alliance n'est pas basée sur la performance, elle est bâtie sur un engagement inconditionnel. Dans une alliance, la formule n'est pas « si tu fais ceci, je ferai cela », mais plutôt « je m'engage envers toi, envers notre vision commune, peu importe les tempêtes, les changements physiques, les saisons de vaches maigres ou les difficultés de la vie ». Un contrat est conçu pour se protéger de l'autre. Une alliance est conçue pour se donner à l'autre. Si vous abordez le mariage avec la mentalité d'un contractuel, cherchant constamment si vous en avez pour votre argent, vous détruirez la sécurité émotionnelle indispensable à l'épanouissement de votre couple. Pour bâtir une alliance qui traverse les âges, vous devez être d'une lucidité absolue lors de la sélection de votre partenaire. Vous ne devez pas vous laisser aveugler par des émotions passagères ou des impulsions hormonales. Vous devez évaluer la compatibilité de manière pragmatique en suivant un ordre strict de priorité. Il existe 4 niveaux de compatibilité et si vous les inversez, vous courez à la catastrophe. Le premier niveau, le plus profond et le plus stable, est la compatibilité spirituelle. Je ne parle pas ici d'une appartenance à la même dénomination religieuse ou d'une récitation mécanique de dogmes. Je parle de vos croyances fondamentales sur la vie, la vérité, la justice et la moralité. Quel est votre système de valeurs? Qu'est-ce qui régit vos décisions lorsque personne ne vous regarde? Si vous êtes profondément engagé à vivre une vie d'intégrité, de générosité et de service, et que votre partenaire potentiel est guidé par l'égoïsme, le matérialisme à outrance et le mépris des autres, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous tirerez sur le joug dans des directions opposées et la tension finira par vous briser. Le deuxième niveau est la compatibilité mentale. Pouvez-vous communiquer de manière stimulante? Êtes-vous capable d'avoir une conversation profonde, intelligente et constructive sur les affaires du monde, vos projets professionnels, la philosophie de la vie ou l'éducation des enfants? Le mariage exige des milliers d'heures de discussion tout au long d'une vie. Si, après 30 minutes en tête-à-tête, vous n'avez plus rien à vous dire parce que vous ne partagez aucun intérêt intellectuel commun, l'ennui s'installera comme un poison lent. L'attraction mentale maintient le respect mutuel et nourrit l'amitié au-delà du simple désir physique. Le troisième niveau est la compatibilité émotionnelle. Êtes-vous capable d'empathie mutuelle? Comment réagissez-vous face à la douleur, à la tristesse ou à la frustration de l'autre? Si vous êtes une personne expressive qui a besoin de verbaliser ses sentiments pour guérir, et que votre partenaire est un mur de pierre émotionnel, froid, distant et incapable de la moindre vulnérabilité, vous vous sentirez affreusement seul dans votre propre foyer. Vous devez vous assurer que vos langages émotionnels sont compatibles, ou du moins que vous possédez tous deux la maturité nécessaire pour apprendre à comprendre et à valider l'univers intérieur de l'autre. Le quatrième et dernier niveau est la compatibilité physique. L'attraction est-elle présente? C'est un aspect important, bien sûr, mais j'insiste sur le fait qu'il doit impérativement venir en dernier dans votre évaluation.
Notre société a commis l'erreur tragique de placer la compatibilité physique en premier. On couche ensemble, on s'attire physiquement, et ensuite on essaie de construire une compatibilité émotionnelle, mentale et spirituelle. C'est bâtir une pyramide à l'envers, sur sa pointe. Ça ne peut pas tenir. Le physique change avec le temps. La gravité fait son œuvre, les cheveux grisonnent, la peau se détend, les corps vieillissent. Si votre union était scellée sur le seul fondement de la beauté physique, votre mariage s'effondrera au rythme où cette beauté se fane. En revanche, lorsque vous êtes unis d'abord par l'esprit, par l'intelligence et par le cœur, l'attraction physique demeure sacrée et préservée à travers toutes les saisons de l'âge. Laissez-moi conclure cette section en vous transmettant une règle d'or qui vous épargnera des années de larmes et de regrets. N'épousez jamais le potentiel de quelqu'un en espérant le changer plus tard. Épousez sa réalité actuelle. Combien de fois ai-je vu des personnes brillantes, pleines de promesses, épouser quelqu'un de paresseux, d'irresponsable, d'infidèle ou de colérique, en se disant « Avec mon amour, je vais le changer. Quand nous serons mariés, il prendra ses responsabilités. » C'est une folie sans nom. Le mariage ne change pas les gens, il les révèle. Si la personne avec qui vous êtes refuse de travailler, de se former, de guérir ses blessures ou d'évoluer aujourd'hui, elle sera exactement la même, voire pire, après le mariage. Vous devez regarder l'autre tel qu'il est en ce moment précis, avec ses défauts, ses limites et son niveau actuel de maturité. Posez-vous honnêtement la question. Si cette personne ne changeait jamais d'un iota pour le reste de sa vie, serais-je fier et heureux de passer mes jours à ses côtés? Si la réponse est non, alors ouvrez les yeux. Ayez le courage de dire non et reprenez votre route. N'acceptez pas de compromis sur les fondations de votre destinée. Soyez pragmatique, soyez lucide et choisissez une alliance basée sur la vérité de la réalité et non sur le mirage d'un potentiel fictif. Nous voici arrivés au sommet de notre parcours, à cette frontière cruciale où le chemin du célibataire accompli rencontre le territoire de la vie partagée. La transition de la solitude à l'union est le test ultime de votre maturité. C'est le passage délicat de l'indépendance à l'interdépendance. Pour réussir cette transition sans vous y perdre, vous devez comprendre la dynamique profonde de ces concepts, car la majorité des couples échouent précisément ici, incapables de naviguer entre le besoin de liberté et l'exigence de l'unité. La société moderne nous pousse vers deux extrêmes tout aussi destructeurs l'un que l'autre. Le premier extrême est la dépendance. C'est une relation parasitaire où l'une des personnes s'accroche à l'autre pour survivre, pour respirer, pour exister. La dépendance engendre la domination, la manipulation et la perte totale de l'identité individuelle. C'est l'histoire de deux personnes brisées qui s'agrippent l'une à l'autre pour ne pas noyer leur vide intérieur et qui finissent par couler ensemble. Le second extrême, qui est la réaction épidermique de notre génération à cette dépendance, est l'indépendance stricte. C'est cette mentalité du chacun sa vie, chacun son compte en banque, chacun ses projets, et si tu n'es pas content, je pars. C'est vivre sous le même toit comme deux colocataires méfiants qui partagent les frais, mais gardent leur distance de sécurité. L'indépendance stricte est une insulte au concept même du mariage. Elle refuse la vulnérabilité et bloque toute possibilité de fusion réelle. Le véritable succès relationnel réside dans l'art de l'interdépendance. L'interdépendance n'est pas la faiblesse de la dépendance, ni l'orgueil de l'indépendance. C'est la rencontre de deux personnes pleinement complètes, fortes, autonomes et guéries, qui choisissent consciemment, par amour et par vision, de renoncer à une part de leur autonomie individuelle pour coopérer au service d'une vision commune, plus grande qu'elle. Dans une relation interdépendante, 1 + 1 ne font pas 2, ils font 1. C'est une synergie où les forces de l'un couvrent les faiblesses de l'autre, et où la vision combinée du couple surpasse de loin ce que chacun aurait pu accomplir individuellement. Vous restez vous-même, mais vous n'êtes plus seul. Vous êtes une équipe. Pour faire fonctionner cette interdépendance au quotidien, il existe un principe souvent mal interprété, mais qui est pourtant le véritable secret de la longévité d'un couple: la soumission mutuelle. Oubliez les définitions culturelles machistes ou archaïques qui ont fait de la soumission un outil d'oppression ou d'esclavage domestique.
Dans le dictionnaire du Créateur, se soumettre signifie simplement se mettre sous la mission de l'autre. C'est une attitude active de service mutuel. C'est la décision quotidienne de protéger, de nourrir et de maximiser le potentiel de votre conjoint. Lorsque vous aimez véritablement, votre priorité n'est plus d'imposer votre volonté ou de prouver que vous avez raison. Votre priorité est de vous assurer que votre partenaire s'épanouit, grandit et accomplit son dessein sur cette terre. Et lorsque les deux partenaires adoptent simultanément cette posture de service, lorsque l'homme se consacre à élever la femme et que la femme se consacre à fortifier l'homme, il n'y a plus de place pour la tyrannie, pour l'insécurité ou pour la compétition. Le foyer devient un sanctuaire de paix, un incubateur de talent où chacun veille jalousement sur le destin de l'autre. Permettez-moi de vous laisser avec ces paroles de sagesse qui doivent s'imprimer profondément dans votre esprit. Le mariage n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas le produit d'une évolution sociologique ou d'un compromis culturel conçu par des philosophes de l'Antiquité. Le mariage est une idée divine. C'est un concept magnifique, créé par le fabricant de l'humanité pour refléter sa propre nature et pour nous donner un cadre stable où cultiver l'amour, la fidélité et la destinée. Et la règle universelle est absolue. Pour réussir une idée divine, vous devez impérativement suivre le manuel du Créateur. Vous ne pouvez pas ignorer les lois de la construction et espérer que votre édifice résiste à l'usure du temps. Je vous exhorte aujourd'hui à changer votre focus. Arrêtez de courir après le mariage comme s'il s'agissait d'une fin en soi. Arrêtez de chercher désespérément quelqu'un pour combler le vide émotionnel que vous refusez d'affronter en face. Investissez massivement dans votre préparation invisible. Travaillez sur votre caractère dans le secret. Guérissez de votre passé. Disciplinez vos finances. Découvrez votre mission unique et devenez un être complet, solide et rayonnant. Le mariage ne doit jamais être un fardeau que vous traînez pour survivre, mais une bénédiction que vous offrez au monde à partir de votre propre débordement. Lorsque vous serez entier, lorsque vous serez rempli de vision et de maturité, vous n'aurez plus besoin de mendier l'amour, vous le manifesterez. Et l'alliance que vous bâtirez alors sera si solide, si belle et si inspirante, qu'elle brillera comme un phare de l'espoir pour toutes les générations à venir. Sachez qui vous êtes, cultivez votre jardin avec patience et laissez le Créateur aligner votre destinée. C'est là mon vœu le plus cher pour vous. Vous êtes né pour la plénitude, vous êtes né pour le leadership, vous êtes né pour l'impact. Ne l'oubliez jamais. Si ce message a résonné en vous et a bousculé vos perspectives sur le célibat et le mariage, ne gardez pas cette clarté pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne. Laissez un pouce bleu pour soutenir ce travail de transmission. Et partagez cette vidéo à un ami qui a besoin de restaurer sa vision de lui-même aujourd'hui. Laissez-moi vos réflexions en commentaire. Prenez soin de vous et devenez la personne que vous aimeriez rencontrer.